envoyé dans une voiture qui venait en face. Je promets de veiller à ce que personne ne referme ce dossier avant qu'on ait trouvé le coupable, même si c'est sûr. Un tempérament de feu et un tueur d'acier. À coup sûr, il va y avoir des étincelles. S'il te plaît, Claude, laisse la police régler ça. La police ne réglera rien. Accrochez vos ceintures. Vous ne serez pas déçus du voyage ce soir à 20h45 sur M6. Au cœur de la science avec E égale M6 et le magazine Eureka. Aujourd'hui dans E égale M6, les films terrifiants des essais nucléaires américains. Les géants du ciel dans lesquels nous volerons à partir de 2020. Les 3 états de l'eau, liquide, gaz et solide. Comment ça marche? Et le plus mystérieux des manuscrits de la mer Morte, restauré par une équipe française. Bonsoir. Depuis 1945, les puissances nucléaires ont fait exploser à la surface de la planète 491 bombes atomiques. Un chiffre énorme, toutes ces explosions ont été filmées et pourtant on n'en voit rarement que quelques images et toujours les mêmes. C'est dommage car il est vital de bien se rendre compte de ce qu'est une bombe atomique pour garder à l'esprit qu'il s'agit de la plus terrible catastrophe qui menace l'humanité. Si vous n'en êtes pas persuadé, regardez ce document effrayant. Ce nuage en forme de champignon, c'est la manifestation la plus connue d'une explosion nucléaire. Il s'accompagne d'une onde de choc qui déferle à 2 km par seconde. D'une onde de chaleur qui vaporise la peinture de ces véhicules. Et enflamme ces maisons avant même qu'elles ne soient balayées par l'onde de choc. Ces images d'archives qui témoignent de la violence d'une explosion nucléaire ont failli disparaître. Elles tombaient lentement en poussière, oubliées depuis 30 ans dans une cave de l'armée américaine. Pourtant, à l'époque, de gros moyens avaient été mis en œuvre pour filmer et photographier ces explosions. Entre 1945 et 1962, les Américains firent exploser plus de 200 bombes atomiques de tout type. Les militaires voulaient connaître précisément le pouvoir destructeur de ces bombes, et un des moyens pour cela était d'analyser les films et les photos prises lors des explosions. L'armée américaine créa même un laboratoire spécial pour la fabrication des caméras et des appareils photo. Quand une nouvelle bombe était prête, on en envoyait plusieurs centaines sur le site où le test allait avoir lieu. Certaines étaient placées sur des pylônes pour échapper à l'onde de choc au niveau du sol. Des avions militaires tournaient autour du site pour prendre des vues aériennes, alors qu'au sol, les opérateurs filmaient l'explosion, juchés sur le toit de leur camion. L'éclair aveuglant d'une explosion atomique équivaut à 1000 fois la lumière du soleil. Pour le filmer, on met au point une pellicule spéciale, la X-ray. En 17 ans d'essai, les Américains améliorent ainsi considérablement la puissance de destruction de leurs bombes atomiques. Mais en 1962, bien avant la France, les États-Unis renoncent aux essais aériens et les milliers de films de ces essais commencent une longue nuit dans une cave de l'armée. C'est cet homme, le cinéaste Peter Curran, qui va les en sortir. Il était temps. Les films sont déjà très abîmés. Sur celui-ci, les couleurs se sont dégradées. Le bleu a viré au rose. La pellicule est rayée et même trouée par endroits. Grâce à un procédé de retouche sur ordinateur, les films vont être restaurés, image par image. Les rayures sont effacées, les couleurs sont ravivées
et la pellicule originale est recopiée sur une pellicule neuve avec ses rajouts. La transformation est spectaculaire. Voici la version restaurée. Pendant 3 ans, Peter Curran va ainsi sauver toutes les archives qu'il peut trouver. Voici l'essai de Bikini, où la bombe fut placée à 20 mètres sous la surface de l'eau, dans le Pacifique. Tout autour, on avait disposé des carcasses de bateaux de guerre. Elles furent noyées sous une vague de 100 mètres de haut. Dans cet autre essai, baptisé Easy, les militaires voulaient évaluer les effets sur des bâtiments. Ils construisirent donc spécialement des maisons et des hangars sur le lieu de l'explosion. À cette époque, le danger des rayonnements nucléaires était encore sous-estimé et plus d'un caméraman a payé ces images de sa vie. Mais grâce à cette restauration, leur témoignage est passé à la postérité. Et je rappelle en conclusion qu'une bombe atomique de taille moyenne, 1 mégatonne, explosant à Paris, ferait 2 millions de morts et autant de blessés. Chaque été, les passagers qui prennent l'avion le savent, le ciel est saturé, c'est-à-dire qu'on atteint le nombre maximum d'avions que peuvent contenir les couloirs aériens en respectant les distances de sécurité. Or, il y a de plus en plus de passagers, et comme on ne peut pas augmenter le nombre d'avions, il faudra bien un jour disposer d'avions beaucoup plus gros. Qui va construire ces véritables monstres du ciel? Voici la nouvelle bataille des gros porteurs. 1946, les États-Unis mettent en service le premier avion destiné au transport commercial de passagers, le légendaire DC-3. À l'intérieur, 21 sièges seulement. Il est vrai que le transport aérien ne concerne alors que quelques privilégiés. 25 ans plus tard, en 1970, on entre dans l'ère des gros porteurs. Boeing met en service son fameux 747. 400 passagers peuvent s'y installer pour traverser confortablement l'Atlantique ou le Pacifique. En un quart de siècle, la capacité des avions a donc été multipliée par 20. C'est qu'il a fallu suivre l'évolution d'un marché qui a littéralement explosé. On est passé de quelques milliers de passagers à plus de 500 millions par an. La concurrence entre les compagnies aériennes a fait chuter le prix des billets, favorisant ainsi le goût des voyages et des destinations exotiques. Aujourd'hui, la tendance s'accentue. On estime à près de 6% la progression annuelle du trafic mondial, ce qui veut dire que dans 10 ans, il aura augmenté de 80% par rapport à aujourd'hui. Que faire pour répondre à cette croissance? Construire de nouveaux aéroports? Augmenter le nombre d'avions ou leur capacité? La réponse est probablement dans un cocktail de ces solutions. Mais une chose est sûre, les constructeurs travaillent déjà sur les très gros porteurs des années 2020 ou 2050, capables de contenir jusqu'à 1000 passagers. Dès aujourd'hui, de nouvelles générations d'avions à très grande capacité sont en projet. Côté américain, le géant Boeing propose d'allonger le pont supérieur et le fuselage de son vieux 747 pour lui permettre de passer de 450 à 550 et même à 650 passagers selon les versions. Pour l'instant, Boeing choisit donc d'augmenter la capacité d'un avion ancien pour éviter le développement coûteux d'un avion radicalement nouveau. Côté européen, la stratégie est différente. Airbus voudrait bien s'approprier une part de ce marché des très gros porteurs, estimé à 1400 avions dans les 20 ans à venir. Pour cela, à Toulouse, au département recherche, on peaufine l'avant-projet d'un nouvel avion de 600 passagers, provisoirement baptisé A3XX.
Côté esthétique, rien de très nouveau. L'avion ressemble aux autres Airbus. À une exception près, l'A3XX aura un double pont sur toute sa longueur. Ce sera le premier avion à 2 étages. Plutôt qu'un seul avion de très très grosse capacité, en fait, nous faisons voler ensemble 2 avions gros porteurs collés l'un à l'autre. Et en fait, vous aurez une cabine de 350 places et une cabine de 250. Et donc, il n'y aura pas du tout l'effet de masse que certains craignent. Pourtant, avec 80 mètres de longueur, ce sera le plus gros avion jamais construit par les Européens. Comparativement au Boeing 747, l'A3XX sera plus long de 8 mètres et plus large de 15 mètres. Son empennage arrière aura la taille des ailes d'un Airbus classique, l'A320. Ce géant des airs sera aussi très confortable. Nous sommes absolument convaincus qu'il faut offrir aux passagers des zones où ils puissent bouger, marcher, pourquoi pas faire de l'exercice. Nous pensons très sérieusement utiliser le pont inférieur pour offrir des salles spécialisées. Pourquoi pas une salle réservée à l'exercice des enfants. Mais comme tous les gros porteurs, ce nouvel Airbus va devoir résoudre plusieurs problèmes liés à sa taille imposante. Regardez par exemple ce que subit ce planeur. Plus les ailes d'un avion sont grandes et plus elles deviennent souples. Résultat, elles se déforment beaucoup, ce qui crée des vibrations dangereuses pour le fuselage. Or, le nouvel Airbus aura la voilure la plus importante jamais construite sur un avion. Il faudra donc trouver une solution à ce problème de déformation si l'on veut que l'avion puisse voler un jour. Le problème n'est pas anodin. Observez ce qui arrive à ces maquettes d'avions testées en soufflerie. Leurs ailes, trop souples, se mettent à vibrer, le fuselage aussi, et la suite se passe de commentaires. Autre difficulté, plus un avion est gros, plus il génère dans son sillage des turbulences dangereuses en forme de tourbillons qu'on appelle encore des vortex. C'est pour les éviter que les avions ne se suivent pas de trop près. Mais en raison de sa taille, l'A3XX va provoquer d'énormes tourbillons. Comment les diminuer? Plusieurs recherches sont faites, peut-être des turbines en bout de voilure pour dissiper ce qu'on appelle le vortex. Nous devons arriver à proposer aux compagnies aériennes et aux aéroports la certitude que l'on ne crée pas plus de turbulences que les avions actuels. Une chose est sûre, en matière d'avions classiques, on ne construira pas plus gros que l'A3XX. Au-delà, il faudra passer à autre chose. On est arrivé à peu près aux limites de ce qu'on sait faire au niveau structure, essentiellement. Donc, si on veut augmenter la taille des avions, il faudra sans doute s'intéresser à d'autres formules qui soient plus favorables du point de vue structure et intéressantes du point de vue aérodynamique. Et parmi ces nouvelles formules, il est clair que l'aile volante est intéressante parce que on peut mieux répartir la charge en envergure, c'est donc plus favorable au niveau structure, et le fait de ne plus avoir de fuselage cylindrique entre les voilures, c'est aussi intéressant au point de vue aérodynamique. Et c'est là que les Américains reviennent en course, car ils maîtrisent déjà la technologie de l'aile volante avec ce bombardier, le B-2. Et d'ores et déjà, ils préparent une application civile. Une aile volante de 80 mètres d'envergure qui emporterait 800 passagers répartis sur 2 niveaux et du fret. Des maquettes sont déjà fabriquées, testées, tandis que l'on peaufine le design sur ordinateur. Côté européen, cette fois-ci, on est en retard, même si l'aérospatiale vient de terminer cette superbe animation d'une aile volante de 1000 places. Mais il y a très loin d'une image de synthèse à un avion grandeur nature. Volerons-nous en aile volante ou en Airbus géant? Il faudra encore quelques années pour connaître la réponse. Espérons que les Européens gagneront cette nouvelle bataille du ciel.
Juste après la pub, l'eau dans tous ses états et un message vieux de 2000 ans qui indiquerait les cachettes d'un fabuleux trésor. A tout de suite. Radio Scoop présente Caramba. Caramba, tout l'esprit de fête débarque Tex-Mex. Caramba, c'est la fête. Caramba, un disque gorgé de soleil pour danser tout l'été. Vous pensez tout connaître sur Tabata Cash? Pas si sûr. Pour le savoir, posez-moi vos questions et je vous dirai tout. Alors appelez-moi vite. Je m'appelle Véronica, je suis le fantôme de l'amour. Écoute mes récits nocturnes au 08 36 69 41 41. E = M6, deuxième partie. On l'oublie souvent, mais l'eau est de très loin le premier constituant du corps. 80%. Nous sommes de véritables outres sur pattes. Qu'elle soit liquide, solide ou gazeuse, l'eau est donc indispensable à la vie. Comment ça marche? Les 3 états de l'eau. Les vacances, ça ne ressemble pas toujours à ce qu'il y a sur le prospectus. Je te dis, pourquoi j'ai froid aux pieds? Même si dans les deux cas, il y a beaucoup d'eau. Cette eau, on la trouve à l'état liquide dans les rivières ou la mer, à l'état gazeux dans l'air et à l'état solide sur les pentes des montagnes sous forme de neige ou de glace. C'est l'eau qui définit notre échelle de température, celle des degrés Celsius. À pression normale, l'eau gèle à 0 degré. Cette gourde contenant du thé chaud, placée dans de la neige à 0 degré, va donc se refroidir. À l'intérieur, l'eau liquide du thé va geler, c'est-à-dire se solidifier. Dans l'eau liquide, les molécules d'eau sont mobiles les unes par rapport aux autres. Lors de la solidification, ces molécules se collent les unes aux autres pour former des cristaux. C'est la glace qui, phénomène rare, occupe plus de place que l'eau liquide. Mais ici, la gourde n'était qu'à moitié remplie et donc elle ne s'est pas cassée. Ah bon? C'est ça? Ah oui, c'est ça. Cette solidification de l'eau peut se produire dans les nuages qui sont formés de minuscules gouttelettes d'eau liquide. Dans ces nuages vont alors se former de petits cristaux de glace. Ce sont les flocons de neige, dont il existe plus de 80 formes différentes. L'eau est également présente sous forme gazeuse. En fait, il y en a partout autour de nous, mais elle est transparente et on ne la voit pas. C'est génial! Oh! Viens voir! C'est super ça, Palace! Oui, c'est ça, Palace. Oui, Palace, mon œil. En effet, l'eau liquide passe très facilement à l'état gazeux. Lorsque ce changement d'état se fait sous forme de bulle au sein même du liquide, c'est l'ébullition. Lorsqu'il se fait à la surface du liquide, au contact de l'air, c'est l'évaporation. L'évaporation peut se produire à température ambiante. C'est grâce à elle, par exemple, que le linge peut sécher. L'eau liquide contenue dans ses fibres s'évapore et passe dans l'air de la pièce qui devient plus humide. Mais l'air, à une température donnée, ne peut contenir qu'une certaine quantité d'eau gazeuse. Quand cette limite est dépassée, de minuscules gouttelettes d'eau liquide apparaissent en suspension dans l'air. C'est le brouillard, comme celui qui s'est formé dans cette salle de bain. Plus l'air est froid, et moins il peut contenir d'eau gazeuse. Voilà pourquoi, en hiver, à la montagne, l'air est très sec. À l'inverse, plus il fait chaud, plus il peut contenir d'eau gazeuse. En chauffant encore plus notre salle de bain, on la débarrasse de sa buée.
Enfin, ces changements d'état dépendent aussi de la pression. Dans une cocotte minute, la pression s'élève à 1,5 fois la pression normale. Dans ces conditions, l'eau bout à 110 degrés. Résultat, les aliments cuisent plus vite. C'est le contraire quand on monte sur un sommet de l'Himalaya, où la pression n'est que le tiers de la pression normale. Ici, l'eau bout à 80 degrés seulement. Heureusement, on monte rarement là-haut pour le plaisir de faire la cuisine. Ah, c'est super! T'as pas aimé? Attends, Nicolas. Le pauvre. Tout le monde a entendu parler des fameux manuscrits de la mer morte. Le plus mystérieux d'entre eux n'est pas écrit sur du cuir comme tous les autres, mais sur un rouleau de cuivre. Et il parle de l'existence d'un fabuleux trésor. Une équipe française vient de le restaurer. Voici son histoire. La rive ouest de la mer Morte en Cisjordanie, c'est ici que l'on a découvert, cachés dans des grottes, les fameux manuscrits. Parmi ceux-ci, les plus énigmatiques sont certainement 3 mystérieux rouleaux de cuivre. Ils décrivent un fabuleux trésor qui serait enfoui dans plusieurs cachettes situées en Palestine. Ces rouleaux ont été gravés au printemps 68 après le Christ, un peu avant l'attaque de Masada, c'est-à-dire au moment où les Romains ont voulu reprendre la Palestine complètement en main. Et à ce moment-là, les communautés esséniennes ont pensé qu'il fallait graver le lieu où ces trésors se trouvaient, les cachettes, de manière à ce que la communauté, après, puisse 40 ans, 50 ans, un siècle après, revenir et retrouver ce trésor. Et bien, il se trouve que, bien sûr, ils ne sont revenus que 2000 ans après. Mais si les Israéliens occupent aujourd'hui le lieu où ont été découverts les rouleaux de cuivre, ceux-ci appartiennent à la Jordanie. Ceux-ci, ou plutôt ceux qu'il en reste, car dans les années 50, un professeur de l'université de Manchester leur a fait subir un traitement de choc. So that the fragile scroll need not be handled during subsequent operations. Ne pouvant les dérouler, il les a tout simplement coupés en 23 morceaux. The surface of the scroll could then be cleaned using small dental polishing brushes Ces morceaux furent rafistolés avec du ruban adhésif. to reinforce the material. The scroll was then transferred to the sewing machine using a tiny circular saw. 40 ans après, ils étaient dans un piteux état quand le royaume jordanien décida de les confier à un laboratoire d'EDF pour qu'ils soient restaurés. Certains morceaux tombent carrément en poussière. Première étape, les radiographier afin de faire apparaître clairement les fissures cachées et les restaurations des années 50. J'observe en ce moment le segment numéro 5, qui est l'un des 23 segments du manuscrit de cuivre de Qumran. La radiographie qui a été prise au moment de l'arrivée nous permet d'observer les dégradations qu'a subi ce segment numéro 5. Et pour cet exemple, de constater qu'un tout petit fragment n'a pas été bien positionné lors de son remontage en 1955. Grâce à ces radios, les restaurateurs vont se livrer à un véritable travail de fourmi. Pendant plusieurs mois, en analysant chaque fragment, ils vont reconstituer le puzzle, corrigeant même les erreurs faites par les Anglais en 1955. Pour cela, ils vont céder des caractères hébreux gravés sur le cuivre. Enfin, on peut procéder au réassemblage final des 23 morceaux. Et même les plus petits fragments vont retrouver leur place originelle. Dans le même temps, des moulages ont permis de fabriquer un double en cuivre des 3 rouleaux. Ce travail a permis aux archéologues de déchiffrer à nouveau le contenu des rouleaux en corrigeant les erreurs du premier déchiffrage de 1955. Pratiquement sur chaque ligne, il y a 2 ou 3 signes qui ont été précisés, modifiés, etc. Donc c'est comme si dans un texte, vous modifiez 2 ou 3 mots de chaque ligne. Donc évidemment, vous avez un nouveau sens au texte que vous lisez. Conclusion, le trésor décrit dans les rouleaux de cuivre de la mer Morte serait bien réel. Mais qu'en reste-t-il ?
Jusqu'à présent, en 40 ans de recherche, les chasseurs de trésors n'en ont rien retrouvé. La semaine prochaine, des moustiques, des libellules, un char à voile et nous parlerons de vin, de ses dangers pour l'organisme, mais aussi de ses bienfaits. Très bonne semaine, à dimanche prochain. À la semaine prochaine pour E égale M6, au cœur de la science avec le magazine Eureka. Il l'a tué. Il l'a envoyé dans une voiture qui venait en face. Je promets de veiller à ce que personne ne referme ce dossier avant qu'on ait trouvé le coupable, même si c'est sûr. Un tempérament de feu et un tueur d'acier. À coup sûr, il va y avoir des étincelles. S'il te plaît, Claude, laisse la police régler ça. La police ne réglera rien. Accrochez vos ceintures. Vous ne serez pas déçus du voyage ce soir à 20h45 sur M6. Jazzman vous présente Jazz 6. Bonsoir, voici donc la dernière de nos émissions spéciales 10 ans de Jazz 6. Et cela va être une émission tout à fait exceptionnelle puisque consacrée au souvenir d'un très grand musicien de jazz qui avait choisi de venir vivre en France. Vous le reconnaissez bien entendu, Sidney Bechet. J'aurai dans quelques instants le plaisir de vous présenter le très beau film de Philippe Coquelin. Philippe Coquelin était un ami, un vrai. Ce sera ainsi ce soir aussi pour nous une façon de saluer sa mémoire en même temps que celle de Sidney, puisque malheureusement Philippe Coquelin nous a quittés, emporté par la maladie voici quelques mois. Alors, avant la projection de ce monsieur Bechet, il y aura des informations comme toujours. Il y aura un concours et puis j'ai le plaisir d'avoir sur le plateau, live comme on dit, avec nous, 3 musiciens d'un groupe extrêmement sympathique qui se nomme Clarinet Connection, qui est dirigé par Michel Mardiguian. Et je vous propose de les découvrir tout de suite. Ils sont venus eux aussi rendre hommage à Sidney Bechet. On les découvre tout de suite dans un premier thème, Suet.
bien, formidable. Merci. Michel, venez vous asseoir avec nous. Alors, c'était un thème de Sidney Bechet de la période... La période des Feet Warmers, hein, la période des chauffeurs années de pied. 35, oui, Voilà. il s'appelle Suey, hein, composé par lui d'ailleurs. D'accord. Bon, Michel, en quelques mots, Clarinet Connection, c'est qui, c'est quoi Alors, Clarinet Connection, c'est mon frère jumeau, Jacques Montebruno, l'autre clarinette, voilà. Laurent Bajata à la guitare, et puis les deux qui ne sont pas là pour des raisons de place, c'est Philippe Merville à la batterie et Claude Kibel à la contrebasse. D'accord. Donc vous êtes un quintet, mais qui a comme originalité d'avoir deux clarinettes et une rythmique. Deux clarinettes et une rythmique dans laquelle la guitare a une grosse importance, puisqu'il n'y a pas de piano, c'est ça qui donne ce son un peu particulier à la formation. D'accord. Et oui, je crois que Clarinet Connection, bon, on vous entend régulièrement, c'est quoi, au Petit Journal? Au Petit Journal. Le Petit Journal Saint-Michel. Petit Journal Saint-Michel, oui, le paradis du jazz traditionnel, où on va rejouer le 16 mai. Oui, et vous me donnerez d'autres dates après, oui. Mais sinon, donc, quoi, vous jouez... Dans des concerts, enfin, les différents endroits où on joue du jazz traditionnel. Voilà, mais je crois que vous avez... Clarinet Connection a une carrière américaine. Oui, parce que j'ai vécu 5 ans aux États-Unis et c'est là que j'ai poli un peu cette formule avec des musiciens américains. Et revenant en France, j'ai eu envie de la refaire, bien sûr. D'accord. Ok, alors je crois que vous avez enregistré des 33 tours à une certaine époque. On va même en voir un, je pense, voilà, qui est donc un collector maintenant. C'est un oui, c'est le Clarinet Collection américain. Oui. Un beau vinyle. Et puis, sinon, vous avez une cassette de l'orchestre actuel, à cette formation-là. Voilà, qu'on trouve dans les endroits où on joue, bien sûr. C'est ça, c'est donc, après vos prestations, les gens peuvent acheter vos cassettes. Oui, mais pour le moment, il n'y a pas... Pour le moment, au Monoprix, mais ça viendra peut-être. Ok, Michel, vous restez près de moi, parce que je vais avoir besoin de vous et de vos complices pour le concours. Mais là, j'ai quelques nouvelles que je vais donner en rafale, parce qu'on a énormément de choses. Le groupe vocal Voice Messengers se produit au Duc des Lombards à Paris 13 et 14 mai. Le Lynx et Vicels, que nous aimons beaucoup, sont samedi à 16h au Parc Floral. Le concert est gratuit, vous le savez, et nous les filmerons pour Jazz 6. Enfin, si vous avez envie d'aller jouer du trombone ou de la clarinette dans un orchestre de parade chez Walt Disney, il y a des stages cet été. Alors appelez vite François Lacharme au 01, ah ben voilà, le numéro apparaît, 01 64 74 29 02. François Lacharme est un copain, il paraît que les musiciens qui vont participer à ces stages seront payés, qu'on ne les habillera pas en Mickey et qu'ils vont apprendre à se perfectionner. Il faut avoir entre 18 et 25 ans et être un bon lecteur. Pour les autres stages, vous pouvez consulter Jazzman. Nos amis de Jazzman viennent en effet de publier carrément le guide de tous les stages d'été en France et même en Europe. Voilà. Bon, Michel, vous avez donc, je crois, vous, d'autres dates à annoncer. Oui, le Petit Journal Saint-Michel le 16 mai. Le 16 mai, c'est-à-dire c'est dans 4 jours. Donc, vous allez... J'espère que ça va être archi plein, là. Ah oui. Sinon, ça veut dire que l'émission est pas bonne. Oui, 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 oui. Vous m'appelez le 17 pour me dire si vous avez vu de nouveaux visages. Et puis sinon, on peut vous entendre où? Alors, la mairie de Garches, puisque c'était la ville d'adoption de Sydney, qu'il y est mort et c'est même là qu'il est enterré, fait un concert le 3 juin, bien sûr, consacré à Sydney, où c'est nous qui, bien sûr, honorerons ce grand monsieur. D'accord. Et puis, je crois qu'on joue également du 20 au 26 juillet à un petit club très sympathique au bord de la Méditerranée qui s'appelle Air Sport Soleil dans la presqu'île d'hier. Ah bon. Tous les donc soirs. Là, là, vous êtes là pendant 8 jours, en vacances payées, et le soir, vous soufflez dans les bignoux. C'est ça, exactement. Sympa. Oui, oui. Hein? Ok, parce que vous avez tous, je crois, des métiers par ailleurs, ou vous êtes certains, Jacques Montebruno et Laurent Bajata sont professionnels à 100%. Voilà, c'est ce qui me semblait. Tandis que vous, c'est... Je suis ingénieur le jour et musicien le soir. Ok. Alors, Sidney Bechet, donc, il faut en parler. Vous allez voir, je le rappelle, le film de Philippe Coquelin. Mais dans l'immédiat, pour fêter ce qui aurait dû être le 100e anniversaire de sa naissance, on fait la fête partout. À la Nouvelle-Orléans, à Paris et en province. Alors, par exemple, au Quartier Latin, le 15, il va y avoir une grande parade
avec des orchestres juchés sur des camions. Il y aura entre autres ceux de Daniel Sidney Bechet Jr., il y aura les Haricots Rouges, Maxime Saury, Jacques Doudel, Marc Laferrière, des camions qui vont parcourir le quartier latin, et tout ça se termine par une grande parade entre 18 et 19 heures avec retrouvailles des orchestres sur la place du Panthéon. Il y a la fête aussi au TBB Jazz Festival avec un hommage à Sidney Bechet le 15. Il y aura le sextet de Jacques Doudel, déjà nommé, qui joue du soprano comme son idole, et il y aura aussi Maxime Saury. Il y a aussi la fête au caveau de la Huchette avec les mêmes que je vous ai précédemment nommés, plus Bob Wilber. Et la fête enfin chez les disquaires avec la réédition chez BMG en compact, avec pochette d'origine d'une dizaine d'albums que Bechet grava pour Vogue avec Claude Luther et Reveliotti, plus une compilation toujours chez BMG avec là les énormes succès de Sidney Bechet. Et ce sont ces disques que vous allez gagner maintenant en participant à notre concours. Alors, j'en ai 80, donc plus de 80 vainqueurs, mais c'est difficile, vous allez voir. Il faudra tirer au sort. L'adresse, elle est toujours la même. Et alors, le concours, ce sont nos amis de Clarinette Connexion qui vont maintenant vous jouer un medley avec 5 titres, hein, je crois. 5 titres de Sidney Bechet, donc réorchestrés, réarrangés, et vous devez les reconnaître. Moi, je me suis complètement planté, donc on les laisse jouer. Et puis je vais quand même vous donner un ou deux petits indices après. Michel, c'est à vous d'attaquer le medley Bechet. Il faut reconnaître les thèmes joués. Bravo, bravo, bravo. Ben je suis, je suis pas nombreux. Venez vous asseoir, Michel. Alors, c'était quand même pas si simple, hein, tout ça. C'était la période française de Sidney. Voilà, hein. c'est la période française. Alors, disons le premier thème, on dit rien parce que ça c'est très facile, oui, ça ferait pleurer. Le deuxième, c'est facile aussi. C'est le mois. En plus, c'est le mois août. C'est le mois août. Le mois de mai. Pourquoi? Je vois pas.
Pourquoi on voit cette personne Ah oui, 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 au mois de mai. surtout, on leur amène des fleurs et tout ça. Ah oui, d'accord, c'est Oui, leur oui, fête au mois de mai. oui, Ah oui. d'accord, ok. Alors, là, Je peux pas dire plus. Alors, à partir du 3e, c'est un peu difficile. Donc, disons que c'est une promenade sur une grande artère Qui n'est pas loin parisienne, d'ici. qui n'est pas très loin des studios d'M6. Le 4e, c'est aussi un petit peu difficile. Disons qu'il y a eu un film qui s'appelait Passport to Pimlico, et que ça a un certain rapport avec le thème de ce soir. Et le dernier, qui était en deux parties, disons quoi, c'est un... Il y a une begin, là, c'est très créole, très antillais. Oui, mais ça c'est... Oui, donc très bord de mer, et on trouve des produits qu'on trouve principalement dans la mer. Bon, écoutez, avec tous les indices qu'on vous a donnés, j'espère que vous allez vous en sortir. Merci Clarinet Connection, parce que vous êtes venu comme ça, spontanément, et on peut même le dire sans être payé, pour rendre hommage, vous aussi, à Sidney Bechet. On lui doit un grand merci à tous, à Sidney. Hein. Il nous a appris le jazz d'une façon ou d'une autre. Je l'imagine. Eh bien, écoutez, je pense que j'espère que vous aurez encore plus de monde sur votre circuit, que ce soit au Petit Journal ou partout ailleurs, à Hyères ou à Garches. Et maintenant, moi, je me tais, et c'est donc le moment de regarder maintenant le très beau film de notre ami Philippe Coquelin, Monsieur Bechet. Viens tester tes compétences amoureuses avec Katia sur le 36 68 15 16.